Bonjour à tous et bienvenue à ce journal sur RTI1. La Côte d'Ivoire intéresse le Singapour. Une forte délégation d'hommes d'affaires et investisseurs singapouriens sont en ce moment à Abidjan. Ils ont été reçus en audience par le président de la République, Alassane Ouattara. La délégation d'hommes d'affaires est conduite par Lee Yi-Chian, ministre d'État, ministre du Commerce et de l'Industrie du Singapour. Les députés ivoiriens sont en vacances après 3 mois d'activité parlementaire. Hier a eu lieu la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, a exhorté les députés à mettre à profit les vacances parlementaires pour aller à la rencontre des populations. On en parle avec Léon Brou. Ils partent de l'hémicycle, pas pour toujours, mais pour un trimestre environ, le temps des vacances parlementaires. Vacances qui interviennent 3 mois après que les députés ont examiné et adopté sur les 22 textes soumis par le gouvernement 19 lois. Une loi de finances pour l'augmentation du budget de l'État, 6 lois ordinaires et 12 lois relatives à des conventions internationales. Autre activité développée durant le trimestre écoulé, la coopération interparlementaire avec notamment le Sénégal, la diplomatie parlementaire avec pour effet la tenue à Abidjan de la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est soldée par l'occupation par la Côte d'Ivoire du poste de vice-président de cette institution. La première session parlementaire, donc une session pour repositionner la Côte d'Ivoire. Ces résultats pour le président de l'Assemblée nationale ne doivent pas constituer un motif d'inactivité pour les députés. Guillaume Soro les a exhortés à aller au contact des populations, prenant l'engagement lui-même devant le chef du gouvernement et des présidents d'institutions de mettre ses congés à profit. La clôture de la première session parlementaire, aussi une occasion pour le président de l'Assemblée nationale de rendre compte de la mission qu'il a conduite en Égypte pour le compte de l'Organisation internationale de la francophonie dans le cadre du règlement de la crise égyptienne. Formation à Abidjan de 15 réalisatrices africaines sur le développement et l'écriture de projets de documentaires. Cette formation se tient dans le cadre d'un concours lancé en avril dernier lors du FESPACO à Ouagadougou par le groupe Canal France International et Canal Plus Afrique. 2 Ivoiriennes ont été retenues pour ce concours. La formation a commencé hier et prendra fin le 2 août prochain. Patricia Omoitia. Les réalisatrices africaines francophones sont à l'honneur. Rencontre qui s'annonce riche et passionnante dans le cadre de l'appel à projet L'Afrique au féminin. Projet qui vise à repérer de nouveaux talents et à soutenir les femmes dans l'accès au financement, au métier de l'audiovisuel et dans la réalisation de leurs films. Pour ce documentaire, j'ai choisi 2 amies à moi. Qui réussissent très bien dans leur domaine. Une est responsable d'un institut de mode et une autre est créatrice de mode. Et bien souvent en Afrique, on se dit qu'on ne peut pas s'en sortir, on n'arrive pas à joindre les 2 bouts en choisissant ces métiers-là. Et le but de ce documentaire, justement, c'est de démontrer qu'il est possible de réussir en choisissant cette voie pour peu qu'on y mette la volonté. Même si on a déjà appris à faire la réalisation 10 ans, 15 ans, mais les choses évoluent. Les formateurs aussi ont leur sens de créativité. C'est une occasion pour moi de voir pour eux et d'en ajouter chez moi. Encadrés par 4 experts, les candidates vont mettre en pratique différents exercices sur la production, le son, le portrait, indique le chef de projet. Le thème de ce concours, c'est réussir en Afrique. Et à travers ces 15 projets de réalisatrices africains, elles mettent en valeur l'Afrique qui réussit. Au thème de cette session d'aide à l'écriture, chaque réalisatrice retournera dans son pays pour tourner un film. Les meilleurs seront de nouveau réunis pour une session de montage post-production. Cette première session de formation a vu la participation de 15 réalisatrices africaines francophones. Et en Afrique, des millions de fillettes sont menacées par l'excision. 30 millions de jeunes filles sont concernées par ces mutilations génitales d'ici à l'horizon 2020, selon un rapport de l'UNICEF. Regardez. C'est douloureux et cela bouleverse la vie des femmes à tout jamais. L'excision touche 140 millions de femmes à travers le monde
et quelques 30 millions de fillettes pourraient subir cette mutilation génitale dans les 10 prochaines années. C'est ce que révèle une étude inédite de l'UNICEF. L'excision est un vrai fléau et les cicatrices qu'elle laisse sont à la fois physiques et psychologiques. Les témoignages montrent souvent l'ampleur du traumatisme. Ce que je retiens encore, c'est que quand ils ont fini de m'exciser, qu'on m'a fait debout, celles qu'on avait fait avant moi, ils étaient assis sur des feuilles. J'ai vu du sang partout. Donc vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je garde encore dans la tête. Le rapport de l'UNICEF montre cependant que l'excision est en recul. En Somalie, où 98% des femmes sont mutilées, des associations parcourent les villages et les écoles pour convaincre qu'il faut abandonner la pratique. Difficile quand la plupart des familles pensent que c'est une obligation religieuse. D'où l'importance de l'influence d'érudits musulmans qui expliquent que l'islam ne reconnaît pas la mutilation génitale. Cette pratique de mutilation sur les femmes n'est pas une croyance religieuse. Même le prophète Mahomet n'a pas excisé ses filles et personne ne l'a pratiqué à son époque. Par conséquent, les mères doivent être plus sensibles et ne plus penser que c'est un péché si elles n'excisent pas leurs filles. Parler, échanger, sensibiliser. Pour l'UNICEF, c'est ce qui permettra petit à petit un changement des mentalités. On voit que dans certains pays, il n'y a pas autant de changements de la pratique, mais on voit quand même qu'il y a ce dialogue public qui est maintenant plus ouvert qu'il y a 5 ou il y a 10 ans, et que ça, c'est vraiment le premier pas avant de vraiment voir un plus de changement dans la pratique elle-même. L'excision est hors la loi dans 25 des 29 pays étudiés. Mais légiférer ne suffit pas car les coutumes sociales, familiales, ethniques et religieuses ont la dent dure. Mais aujourd'hui, des voix nouvelles se font entendre, notamment celles des hommes, qui sont de plus en plus nombreux à vouloir mettre fin à cette pratique. Une nouvelle gare routière interurbaine et internationale à Djamé au nord d'Abidjan. Ce jeudi après-midi, la première pierre de l'édifice sera posée par le président de la République Alassane Ouattara. Les populations et les acteurs du transport se prononcent sur la construction de cette nouvelle gare. Mamadou Kouassi. Recherche de clients à la criée, insalubrité, stationnement irrégulier, insécurité, raquettes. La liste n'est pas exhaustive. Comme on le constate, c'est l'anarchie qui règne au quotidien à la gare routière d'Adjamé, une gare qui accueille environ 2 millions de voyageurs par jour. Souvent, il arrive qu'il y a on fait un peu de palabres et puis ça ne rentre pas trop des gens. Pour ceux qui sont un peu nouveaux, qu'ils viennent ici d'un peu peur. Une fois il pleut, une fois, deuxième fois, on n'arrive plus à circuler. La gare, tellement de boue, les passagers même refusent de rentrer à la gare. Ils sont obligés de stationner au bord de la route. Raison pour laquelle vous voyez les petits gars sont stationnés en bordure de la route. Donc ici maintenant, à l'intérieur, on n'arrive plus à avoir des passagers. Là, ils sont obligés de nager dans la boue. La Côte d'Ivoire mérite une gare mieux que celle que nous avons actuellement. Le message des usagers du transport semble être compris par le gouvernement. Une nouvelle gare routière interurbaine et internationale verra bientôt le jour à la place de l'ancienne case d'Adjamé, sur une superficie de 35 hectares. Un terrain acquis depuis 1995. Un projet qui va permettre la réorganisation du secteur du transport et aussi faire naître l'unité au sein des acteurs. Nous avons vraiment beaucoup d'espoir à cette nouvelle gare et nous prions Dieu qu'elle puisse avoir jour. Mais nous ne souhaitons pas qu'elle soit une gare vide, comme je reviens là-dessus. Parce que si elle est faite de façon à frustrer une partie des transporteurs, c'est sûr que les autres transporteurs se montreront solidaires et ne viendront pas dans cette gare. Parce qu'une chose est de construire une gare et une chose est de travailler au sein de cette gare et de rembourser l'investissement. C'est le signe du départ de la professionnalisation vraie du monde du transport. C'est comme ça que nous le percevons. Une gare moderne qui n'aura rien à envier aux gares routières dans les autres pays développés du monde. Donc je pense que cela va résoudre beaucoup de problèmes. Depuis les 60, les transporteurs attendent à une gare de ce nom. Le président vient de nous présenter que vraiment il est notre président. C'est l'homme de la solution. Et à mon nom aussi, j'appelle tous les transporteurs de tous les territoires de Côte d'Ivoire pour que tout le monde soit là demain, pour que vraiment on fasse une grande fête. D'un coût de 47 milliards de francs CFA, la nouvelle gare routière d'Adjamé sera composée d'un bâtiment central, d'un grand hall, des quais fermés, des zones services et un village boutique. Des équipements et des services publics sont aussi prévus, tout comme des lieux de culte, des banques,
des services de police et de pompiers. Et je rappelle que c'est aujourd'hui que le chef de l'État, Alassane Ouattara, va procéder à la pose de la première pierre de la nouvelle gare routière d'Adjamé. Plus de 200 observateurs envoyés par la CEDEAO au Mali dans le cadre des présidentielles dans le pays. La mission dirigée par l'ancien président ghanéen John Kufuor est arrivée ce mercredi à Bamako. Elle se réjouit des conditions sécuritaires sur place à Bamako. Sylvie Touré. Ils sont issus de tous les pays membres de la CEDEAO à l'exception du Mali. Au nombre de 250, ces observateurs seront déployés dans les 8 régions administratives du Mali avec pour mandat la supervision du scrutin. Des observateurs qui notent déjà un premier satisfecit, les conditions sécuritaires. Le gouvernement malien a pris des mesures de sécurité et nous en sommes conscients et nous faisons confiance à ces mesures prises par ce gouvernement. Ces mesures ont été aussi renforcées par les mesures de sécurité prises par les Nations Unies. Et tout cela renforce la sécurité autour du processus électoral dans le pays. Ces observateurs devraient être rejoints ce mercredi après-midi par l'ancien président du Ghana, John Kufuor, responsable de la mission d'observation de la CEDEAO. La région de Kidal focalisera assurément les attentions. Le représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO pour le Mali se réjouit de l'engagement des groupes rebelles au bon déroulement du scrutin. À l'évaluation, nous avons la satisfaction de constater que tous les groupes qui jadis étaient opposés à la fois au gouvernement malien mais aussi à l'organisation des élections ont pris un engagement très fort de s'impliquer pour que les élections se passent dans les meilleures conditions possibles. Du côté du gouvernement, une rencontre avec les représentants des différents candidats a eu lieu ce mercredi. Il s'est agi pour le ministère de l'administration du territoire de faire l'état des lieux et de présenter les dispositifs de transparence mis en place pour assurer la crédibilité du scrutin. Et puis au Togo, en bref, 3 millions de personnes sont appelées aux urnes ce jeudi pour des élections législatives. 91 postes de députés vont être brigués par 1174 candidats. Hors du continent, en Espagne, un accident de train meurtrier a eu lieu hier soir. Au moins 77 personnes ont été tuées et 143 autres blessées dans le déraillement d'un train dans le nord-ouest de l'Espagne. La cause de l'accident reste pour le moment inconnue. Et toujours en bref, en Chine, Bo Xilai, l'ancien haut responsable du Parti communiste chinois, vient d'être officiellement inculpé. Il est accusé de corruption, de versement de pots de vin et d'abus de pouvoir, a annoncé ce jeudi matin l'agence officielle Chine Nouvelle. Et on termine ce journal en sport. Football, les éléphants locaux seront face aux Super Eagles du Nigeria le samedi 27 juillet au stade Robert Champrou de Makori. Cette rencontre est déterminante pour la qualification des éléphants locaux pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2014 en Afrique du Sud. Ange Assoukro. Les éléphants locaux ont lourdement chuté à Kaduna lors de la manche allée des éliminatoires du CHAN 2014. Les Ivoiriens ont été battus 4-1 par le Nigeria. Pour autant, le sélectionneur de l'équipe nationale locale s'est voulu rassurant devant les journalistes. Selon Norbert Saraka, les Ivoiriens se sont bien préparés pour inverser la tendance à domicile. Je mets l'accent sur l'aspect technique, tactique, physique et puis psychologique. Et ça va, la réponse des joueurs elle est bonne, ils sont réceptifs, ils sont conscients de la tâche qui nous attend. Pour Marc Goua, le capitaine des éléphants, les joueurs peuvent relever le défi et se qualifier malgré le handicap de 3 buts. À 9, nous avons produit du jeu, même eu les meilleures occasions que le Nigeria. Mais il faut dire que nous sommes optimistes et c'est une tâche aussi difficile mais pas impossible. Et là, nous allons tout donner pour pouvoir remonter les 3 buts et avoir la qualification si possible. Les internationaux présents à cette conférence de presse, Marc Goua, Ali Badra Sibi et Abdul Karim Sissé et leurs sélectionneurs ont souhaité que le public fasse le plein du stade Robert Champrou. Cela les aiderait à coup sûr à franchir le cap nigérien et se qualifier pour le prochain tour.
Cette rencontre des éliminatoires du CHAN 2014 prévue en janvier en Afrique du Sud se jouera le samedi 27 juillet 2013 au stade Robert Champroux de Marcory. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'autres infos sur rti.ci. Bonne journée.